Alors je vous propose 4 petits chapitres, en commençant par bien sûr les origines, et puis c'est au XIXe siècle que est apparu ce qu'on appelle le citoyen secoureur. Avant, manifestement, la notion de secourisme telle qu'on la conçoit n'existait peu ou pas. Et puis, le XXe siècle, c'est la professionnalisation, c'est-à-dire qu'on en a fait effectivement de grandes professionnels du premier secours jusqu'à la ressuscitation cardio-pulmonaire. Mais je finirai par le secourisme que j'appelle le secourisme à main nue, c'est-à-dire ce que l'on peut faire de manière extrêmement simple, avec très peu de moyens. Alors, le premier cri qui n'est pas toujours présent, et effectivement, les matrones, bien avant les cliniques d'accouchement, avaient l'habitude, quand le nouveau-né ne criait pas, ce qui n'était pas très bon, après sa traversée du tunnel, et éventuellement quelques inhalations de liquide amniotique, il était noyé, et les sages-femmes, enfin ça n'existait encore pas, les matrones, secouaient volontiers les enfants, les pendant par les pieds, et pour essayer d'obtenir enfin, en leur tapant sur les fesses, c'était quelquefois un petit peu violent, mais de temps en temps ça marchait, et l'on doit à notre confrère Richard Alain Jean une image extrêmement étonnante d'un prince au cours d'une bataille de la Haute-Égypte, du temps des pharaons. Eh bien, on voit effectivement un noyé qui est porté par les pieds et qui est secoué pour exprimer ce qu'il avait dans les poumons. On ne savait pas à l'époque que les noyés, c'était plutôt dans l'estomac qu'il y avait de l'eau plutôt que dans les poumons. Alors, bien sûr, l'image classique et traditionnelle de Achille, merci, heureusement que tu es là, Achille et Patrocle, en train de mettre son premier bandage. Cette image que j'aime beaucoup, de la première position latérale de sécurité, céphale et procris qui se penche sur sa bien-aimée qui a été blessée, et je me demande si c'est pas la première trachéotomie ou bronchotomie, à cette époque on ne parlait pas de trachéotomie, sur sa fiancée, puisqu'il y a cette petite cicatrice ici qui est quand même assez troublante. Et puis on va venir en France avec Bobigny, pas très loin d'ici, lors de fouilles d'un village gallo-romain à Bobigny, dans le 9-3. Qu'est-ce qu'on a trouvé? Eh bien, on a trouvé très probablement un appareillage de transport de blessés. Donc, vous voyez que les Gaulois n'étaient pas si frustes que ça, mais on transportait les blessés. Cette dame de Bobigny avait une fracture du fémur, et manifestement, elle a été transportée dans une civière. Et j'avoue que c'est quand même le début du secourisme et du transport de blessés était intéressant. Et puis il y a cette image du Portugal, du roi d'Inise. Et alors, très curieusement, tout en bas, au pied du trône royal, il y a effectivement ici ce qu'on peut interpréter comme un bouche à bouche. J'ai jamais réussi à savoir ce que faisait cet artefact dans ce tableau, mais bon, voilà, si vous avez des idées ou des recherches intéressantes. Je crois qu'il y a... Le premier pédophile de l'Église. C'est ça. C'est ça. Voilà, alors Ambroise Paré, qui n'a pas inventé le garrot, parce que le garrot existait depuis longtemps, mais lui, il avait constaté qu'effectivement, ça diminuait les pertes hémorragiques, parce qu'effectivement, le garrot existait depuis fort longtemps, ne serait-ce que pour pratiquer la saignée. Et oui, faire gonfler les veines et faire une bonne saignée, il faut des garrots. Alors, il y a une avalanche de solutions pour fabriquer un garrot, ça va du tourniquet aux différentes... voilà, donc un très beau panoplie de garrots qui peut être utilisé. Et puis il y a différents petits moyens,
hein, de secouriste. Vous voyez que même avec un petit poignard, on peut fabriquer un garrot, même si aujourd'hui on recommande de ne surtout pas faire de garrot. J'ai quand même eu la stupeur de voir arriver au pavillon I, dans le service de traumatologie de Jean Cressel, un soir, vous êtes assis, un blessé de la face, avec un garrot cervical. Alors les braves sapeurs-pompiers, bon, c'était quand même les sapeurs-pompiers, on s'est jeté sur pour faire respirer le malheureux qui était complètement en train d'asphyxier, mais le cuir chevelu saignait un peu moins quand même. Voilà, alors ça c'est pour la petite histoire. On va venir au XVIIIe siècle quand même, c'est là, le siècle des Lumières, c'est là où les choses commencent à devenir un petit peu sérieuses. Alors, bon, c'est là, s'il y avait des jeunes, ils seraient un petit peu étonnés que le terme secouriste remonte à cette époque, et c'était pas forcément exactement ce que l'on pense. Des choses singulières et surprenantes. Voilà. Alors, je m'excuse des images que vous allez voir, mais le secouriste, c'est celui, je cite le texte, le secouriste est celui qui fait subir en guise de secours des tourments aux convulsionnaires au cimetière de Saint-Médard, et le secourisme désigne cette pratique. Voilà, alors je m'excuse, mesdames, ne perdez pas connaissance, parce qu'effectivement, le châtiment est terrible. Voilà. Voilà, alors je vous laisse méditer sur ces images d'une violence inouïe de la part des secouristes de Saint-Médard. Alors, c'est en 1732 que le premier bouche-à-bouche est pratiqué avec succès par un médecin écossais. Alors, je vous laisse vaguement parcourir ce texte, mais il le décrit très très bien, puisque voilà, il avait négligé de boucher les narines, et effectivement l'air en est sorti, et il a fait effectivement le bouche-à-bouche avec bonheur, et il soufflait aussi fort, soulevant entièrement sa poitrine, donc c'était efficace. Donc c'est la première description d'un bouche-à-bouche. On est en 1732, et c'est quand même assez remarquable. Alors il y a le texte en anglais, bon, enfin je ne vais pas vous embêter avec ça. Alors, bon, j'allais dire à l'autre extrémité, plutôt que le bouche-à-bouche, Louis Bourget préconise l'insufflation alvine. Il y a tout un livre qui a été fait sur l'utilisation des fumées de tabac par voie intestinale basse. Voilà, on va tâcher de ne pas être trop vulgaire. Vous connaissez tous cette superbe gravure d'époque. Voilà, alors il y a eu pas mal de méthodes pour pratiquer ces insufflations intestinales, mais avec l'air chaud, ça marchait pas mal, effectivement, ça réchauffait les noyers, et c'était astucieux. Et effectivement, c'est ce que dit Ferchaud de Réaumur. Donc en 1740, il dit effectivement que la première chose pour les noyer, c'est de les réchauffer. Agiter le patient, bon alors oui, il y a eu différentes méthodes, on verra tout à l'heure. Des liqueurs, simulation des fibres inférieures du nez, oui, éventuellement, et puis surtout l'air chaud et la fumée du tabac dans les intestins, qui étaient sûrement bien plus efficaces que Perros. Voilà. Et puis la saignée, éventuellement, s'il y a un médecin qui est là, et puis la bronchotomie, on revient à la trachéotomie. Voilà. Alors, effectivement, tous ces noyés, tous ces gens qui sont en état de mort apparente, et faisaient craindre d'être enterrés en étant encore vivants. C'est l'éternelle question. L'art du bien mourir, les artes morienti au Moyen-Âge, et vous savez qu'on mettait volontiers des petites cloches sur les doigts de pied pour être sûr que les gens étaient bien morts. Et bon, il y en a de temps en temps, effectivement, qui devaient se réveiller dans les boîtes, mais l'abus des enterrements, des obénements précipités était quand même une préoccupation à l'époque. Et un magistrat à Lille, en 1755, qui dit que suspendre les noyés par les pieds ou les rouler sur un tonneau, c'est vraiment pas bon. Voilà, donc il
avaient beaucoup d'intelligence. Et puis, voilà, des appels au secours, le cri de l'humanité, c'est magnifique, hein, d'écrire ça sur les moyens de rappeler à la vie les noyés. Alors, il faut bien se rendre compte qu'à l'époque, en Europe, il y avait quand même déjà pas mal d'intérêt et surtout d'attention, hein, de secourisme, même si le terme à l'époque n'existait encore pas, à l'attention des noyés, hein, parce qu'à l'époque, bon, les gens ne savaient pas nager, hein, c'est pas un scoop, et donc les noyés, c'était une cause de mortalité extrêmement importante en Europe, et dans de nombreuses villes, vous voyez la carte de l'Europe, de nombreuses villes, on avait fait des récompenses pour des tentatives de réanimation, etc., et mis à disposition des instruments. Et heureusement, Nicolas Piat est arrivé. Roulement de tambour, c'est effectivement le premier qui installe au bord de la Seine les fameuses boîtes, hein, de Nicolas Piat. Alors, au-delà du contenu, alors vous trouvez bien sûr les fumigations différents matériels, mais installer des boîtes à la disposition, on est enfin, hein, dans le véritable secourisme populaire, hein. Nicolas Piat invente cette boîte, donc mise à disposition, et elle va être extrêmement utilisée avec une grande efficacité. Alors les statistiques ne sont pas toujours très fiables, mais manifestement, tous ceux qu'on sortait de l'eau et qui bénéficiaient des premiers gestes de secours, il y avait quand même des succès fort intéressants. Ils estimaient que 80% des noyés qui avaient des manœuvres, entre guillemets, hein, de ressuscitation, étaient ramenés à la vie, et c'était vraiment quelque chose d'assez remarquable. Et puis on découvre l'oxygène, quand même, même si c'est plutôt Priestley que Lavoisier, on va dire, hein, parce qu'on est français, que c'est plutôt Lavoisier, mais Priestley quand même avait un petit peu prévu, donc l'oxygène va arriver. Bon, on n'en est pas encore à l'administration pour les secours. Et puis sur les militaires, il y a cette très belle phrase, hein, en 1790, donc fin du 18e, on pouvait apprécier le nombre de braves gens auxquels un délai d'une demi-heure a coûté la vie. Hein, tout est dit. L'attention la plus rigoureuse a porté au plus vite les secours. Alors c'est vrai que c'était plutôt pour les blessés, hein, que pour le citoyen lambda à la campagne, et c'est donc la santé de Mars, moyen de conserver la santé des troupes en temps de paix. Hein, donc voilà, donc il faut surtout sauver les militaires. Et puis arrive en 1775 le premier appareil, le premier choc électrique, la première défibrillation, hein, d'un Danois, vétérinaire et médecin, donc qui fait des contre-chocs. Vous voyez que les petits animaux ont quand même beaucoup servi, hein, ont beaucoup servi, hein, jusqu'à nos jours. Bon, aujourd'hui c'est un peu moins. Voilà. Alors au 19e siècle, c'est là où on va voir apparaître effectivement la notion de citoyen secoureur. Alors tout commence très mal avec l'incendie de l'ambassade d'Autriche, qui va immédiatement, l'empereur décide, une année après, de créer le corps des sapeurs-pompiers de Paris, hein, avec un décret, le premier chef de bataillon, et effectivement c'est le point de départ, hein, des vrais secours, la véritable organisation structurée. Et vous voyez que même le roi Jérôme, eh bien, il s'intéresse aux noyés, puisqu'il tend son... Voilà. Et c'est effectivement dans ces années-là qu'apparaît le terme de sauveteur. Hein. Jusque-là, donc, hein, on ne parlait pas autrement. Et l'Académie française, elle a quand même mis du temps, a effectivement accepté que le terme de sauveteur, c'est-à-dire un acte de sauver, était effectivement inscrit dans la... Voilà. Alors, il y a un Leroy d'Étiole qui effectivement va dire ça serait peut-être pas mal d'insuffler, hein, de l'air dans les poumons pour les noyer et les asphyxier. Et effectivement, c'est le début d'un grand débat entre l'efficacité de l'insufflation
en pression positive et les manœuvres externes de la ventilation artificielle. Alors j'ai trouvé effectivement quelque chose d'assez curieux sur les expériences d'asphyxie et de noyer par submersion et premier en disant oh là là, il ne faut pas souffler dedans parce que ça peut être dangereux. L'insufflation c'est quand même, ça peut être source de dégâts. Et j'ai découvert qu'avec du courant galvanique, alors c'est pas très commode à transporter à l'extérieur et à installer pour sauver un noyer, mais effectivement l'image de ce noyer entouré, je voyais pas très bien la scène au bord d'une rivière. Et puis il y a le drame, le 4 septembre 1843, Léopoldine qui se noie. Vous connaissez effectivement la belle poésie de Main dès l'aube à l'heure où blanchit la campagne. 1858, Sir Sylvester commence à décrire une version par manœuvre externe. Vous voyez qu'il y aura toujours une balance entre les deux, entre l'insufflation et les mouvements respiratoires par manœuvre externe, 16 fois par minute. 1858, voilà les gestes, si vous les avez oubliés, si vous les avez jamais appris. Et puis Gréhan, on revient à l'insufflation. Gréhan, donc, qui est celui qui a une écharpe, vous connaissez ce fameux tableau, voilà, ce fameux tableau de Claude Bernard. Gréhan invente donc la machine à insuffler. Alors c'est pas l'embu, mais bon, ça peut servir effectivement à faire une insufflation ventilatoire. Et effectivement, ça marche, puisqu'il y a le fameux tableau de Waterton et Brodie, l'ânesse ressuscité, vous voyez que c'est... Alors, on va revenir à Montreuil-sur-Mer. Pourquoi revenir? On ne voit pas bien le rapport. Montreuil-sur-Mer, monsieur le maire, vous savez qui c'est? Monsieur le maire de Montreuil-sur-Mer, 1862, monsieur Madeleine. Mais oui, monsieur Madeleine, jour de marché. Monsieur le maire est sur le marché et on l'appelle, venez vite, monsieur le maire. Il y a monsieur Fauchelevent, tout le monde connaît Fauchelevent, coincé sous sa carriole. Il y a un essieu et il est dessous. La police est là. Et il y a un dénommé Javert qui regarde fixement monsieur le maire qui est là et qui dit « Je ne connais qu'un seul homme capable de soulever un poids pareil. » Le maire ne bronche pas et il propose un peu d'argent au premier de ses concitoyens qui va soulever la charrette. Il propose une première somme, la mairie de Montreuil-sur-Mer était riche, donc il lui-même était assez fortuné puisqu'il faisait de la verroterie à Montreuil-sur-Mer. Il propose une deuxième somme d'argent, personne ne bouge, le malheureux Fauchelevent est en train de mourir, et monsieur Madeleine, vous avez deviné qui c'est Jean Valjean, se précipite, se met sous la charrette et la soulève, parce que c'était un colosse, Jean Valjean, et soulève la charrette. Donc c'est le premier citoyen sauveteur qui, n'écoutant que son courage, il savait très bien qu'il avait été reconnu par Javert, puisqu'après il va aller au tribunal. Donc il a fait fi du risque qu'il prenait pour lui-même, puisqu'il savait que Javert l'avait reconnu. Eh bien non, il sauve Fauchelevent, et effectivement que Victor Hugo s'intéresse à un sauvetage, le premier citoyen de tous les... Voilà, de l'époque, je trouve ça assez admirable. Bon, la suite, vous connaissez, 1859, Solferino, 6000 morts en 40 heures. On a du mal à imaginer ça. 40 000 blessés. Et il faudra 6 jours pour ramasser 10 000 blessés. Et Solferino, bien sûr, Henri Dunant, 1863. Et c'est effectivement la belle convention pour l'amélioration, non
pas des soins, mais du sort des militaires blessés. Et effectivement, c'est la naissance de la Croix-Rouge française. Vous voyez qu'il y avait du beau monde. Il y avait beaucoup d'hommes, je m'excuse mesdames, mais à l'époque c'était plutôt des hommes qui s'intéressaient à la question. Mais le salon du conseil d'administration de la Compagnie des chemins de fer Paris-Orléans, ça vaut quand même, vous voyez que c'était quand même une belle réunion, surtout quand on sait comment ils étaient venus à Compiègne. Vous voyez à peu près les transports à l'époque, c'était quand même assez courageux de leur part, avec le haut de forme et les chapeaux et les redingotes, de se glisser dans ces wagons. Voilà. Et alors, au-delà de la Croix-Rouge, c'est effectivement surtout les blessés militaires qui vont être créés, la première société de secours des armées de terre et de mer. Et puis, Maurice Chiffre, physiologiste, qui s'intéresse sur les investigations chez le chien. Alors là, bon, je ne vais pas vous traduire tout ça, mais effectivement, il découvre quand même la ressuscitation était inefficace, voilà, quand la poitrine était fermée. Et qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il va faire le premier massage cardiaque. C'est Yves Louville qui m'a donné cette information. Le premier massage transdiaphragmatique, le premier cœur qui est effectivement réanimé et à travers le thorax. Donc, premier massage cardiaque, physiologiste éminent. J'avoue que je ne connaissais pas bien son nom. Il est venu d'ailleurs en France. Et je ne sais pas s'il n'a pas été aussi avec Magendie et Claude Bernard à l'époque. Et puis, les premières ambulances et Victor Hugo, qui effectivement, vous connaissez aussi cette belle missive de Victor Hugo à Nachtel. New York a commencé, Paris continuera. C'est beau, il savait parler à l'époque. Voilà, Paris continuera, c'est là que se créent les premières ambulances municipales. Et il y avait deux types d'ambulances. Il y avait les ambulances, j'ai oublié le nom, et puis les ambulances municipales, il y avait les ambulances de, je ne sais plus le terme, enfin qui étaient privées, qui étaient religieuses. C'était des congrégations qui avaient monté là. Alors, là aussi, Anton Tchekhov, si vous lisez sa belle nouvelle sur les premiers secours, alors ça vaut son pesant d'or, puisque effectivement il y a un noyé qu'on sort de l'eau et on le berne. Oui, d'où l'expression se faire berner. Et la berne, c'est la couverture. Et effectivement, ils vont le lancer en l'air à plusieurs reprises, et puis il y a quand même quelqu'un qui dit « Mais attendez, vous allez l'achever à force de le secouer ». Et effectivement, Tchekhov décrit très très bien cette manœuvre assez violente de secouer un noyé et de l'envoyer en l'air sur une berne. Voilà, et vous allez le berner, bah oui, voilà. Mais relisez Tchekhov, ça vous... Alors, c'est à la fin du 19e siècle que la presse commence à s'intéresser à ces actes de sauvetage. Et ça, je crois que c'est effectivement l'ouverture au grand public et à tout le monde, de dire, vous voyez, il y a quand même des gens courageux. Alors ils vont avoir les premières récompenses, les premières médailles. Et effectivement, la professionnalisation va arriver avec l'arrivée du XXe siècle. Alors vous voyez par exemple la Société centrale de sauvetage qui est créée, les hospitaliers sauveurs bretons et la première fête des secouristes français ici, vous voyez, avec les brancards à Paris. Donc il y a une grande fête des secouristes, ça y est, on commence à utiliser le terme, mais c'est encore pas tout à fait passé dans les mœurs. Et puis viennent les premières techniques de, je ne vais pas vous faire un cours de secourisme élémentaire, la méthode de Schaeffer, où il décrit très bien tout ce qu'il faut faire, 18 à 20 fois par minute, c'est sûrement assez fatigant, pendant 2 à 3 heures. Et alors, curieusement, il faudra électriser les nerfs phréniques. Je ne sais pas très bien comment il s'y prenait, il faut déjà le trouver, le nerf phrénique. Enfin bon, voilà, alors il proposait d'électriser. Bon, M. Schaeffer était sûrement quelqu'un de très bien, mais en pratique, on ne voit pas très bien l'électrisation au bord de la route
voilà, ou sur les berges d'une rivière. Voilà, donc jusqu'en 1927. Et puis il y a le biomoteur. Là encore, on revient à la ressuscitation par manœuvre externe, hein, qui est quand même plutôt que l'insufflation, mais c'est vrai que c'était sûrement très efficace, hein, ce biomoteur, hein, qui était l'équivalent du poumon d'acier qu'on verra plus tard. Voilà, et puis les guerres, hein, on vient d'en parler longuement avec Cannon, et bien oui, le brancardage, hein, le transport par tout moyen, effectivement, le brancardage qui fait partie de la formation des secouristes, et puis les transports, mais bon, quand il y a eu le Covid, il y a eu aussi des transports ferroviaires, hein, ce qui est quand même un bon moyen de transporter les gens. Et enfin, le terme de secourisme, eh bien non, quand vous lisez dans La Larousse universelle de 1923, vous voyez que les secours, c'est pas forcément ce qu'on pense, hein, puisque ici, sont des associations de prévoyance qui se proposent d'atteindre un ou plusieurs buts, assurer à leurs membres participants à leur famille des secours en cas de maladie, blessure, etc., des pensions de retraite. Vous voyez qu'on n'a pas tout à fait, hein, l'acception du terme, hein, d'aujourd'hui. Vous voyez que la notion de secours est beaucoup plus large, hein, que voilà. Et puis là encore, au sortir de la guerre de 14-18, les sapeurs-pompiers avaient inventé, le médecin-colonel Cotte avait bien sûr fabriqué sa belle mécanique, et on voit que l'oxygène est enfin arrivé, hein, pour aider à la ressuscitation des noyés et des différentes personnes asphyxiques, puis c'était le terme, un véhicule de secours aux asphyxiés, hein, rappelez-vous, le SAV, mais aujourd'hui on a enlevé asphyxié, hein, parce que ça fait un peu un vieux machin. Voilà. Et puis, on commence à former, enfin, en grand nombre, les professionnels, et notamment la préfecture de police de Paris, institut des formations. Alors, après, il y a Nielsen qui en propose encore une autre méthode, 10 à 12 mouvements complets par minute, hein, je répète, c'est pas rien de faire tout ça. Et puis il y a le fameux brancard-d'Ève, hein. Voilà les différentes méthodes, ça c'est plus équipé. Et puis la guerre de 39-45 arrive, et bien sûr, hein, le brancardage et les premiers secours. Mais là encore, la Croix-Rouge élargit largement, hein, son rôle dans le secours aux populations, distribution de vêtements et distribution alimentaire. Et puis, vous connaissez, bien sûr, c'est pour ça que j'aurais bien aimé qu'il y ait des jeunes qui arrivent, parce qu'ils n'ont aucune idée, hein, de ce qui se passait effectivement en 1945 avec les poumons d'acier, hein, dont on a un exemplaire, mais je crois qu'il va finalement arriver à Paris. On en reparlera, puisque chez nous, il est dans un placard et ça m'ennuie beaucoup. Un super poumon d'acier, mais c'est vrai, quand on voit ces images, c'est quand même assez terrifiant, hein, de voir les malheureux qui étaient enfermés, hein, dans ces véritables cercueils, hein, pendant des jours, des mois, des années, hein, puisqu'il y a même eu des accouchements, des femmes enceintes qui ont accouché à l'intérieur d'un poumon d'acier. Et puis, heureusement, Ibsen arrive, Ibsen arrive à Beckdam Hospital à Copenhague, et c'est là, effectivement, en août 52, qu'il pratique, j'allais dire enfin, entre guillemets, hein, la ventilation, hein, des malheureux poliomyélytiques, hein, tout simplement sur une trachéotomie. Là encore, c'est peut-être pas un embut, mais c'est le ballon, hein, que vous connaissez bien sûr tous. Alors, les années 50, et c'est là où arrive, mais c'est toujours des États-Unis, hein, l'anesthésie, hein, la RCP, hein, et ils sont quand même exceptionnels. Hein. Ils sont quand même exceptionnels, et vous avez les 5 grands pionniers, Knickerbocker, Couronhoven, Jude, et bien sûr Elam et Peter Safar.
Et ces 5-là, eh bien, ils vont tout inventer. Ils vont tout inventer à Baltimore, ensuite à Pittsburgh, mais c'est surtout à Baltimore que Peter Safar va démontrer scientifiquement que le bouche à bouche sur des volontaires, je ne sais pas si aujourd'hui on ne voit pas très bien ça, sur des volontaires, curarisés s'il vous plaît. Il y a bien qu'aux États-Unis qu'on pouvait faire ça, curarisés, voilà cette très belle image, très belle image de Peter Safar en train d'examiner et de pratiquer donc soit le bouche à bouche, soit la ventilation par manœuvre, par insufflation, le bouche à bouche, soit par manœuvre externe. Et le résultat est sans appel. Les méthodes manuelles, donc genre Schaeffer, Nielsen, etc., un volume courant absolument pitoyable, pas d'échange gazeux, un tiers des volontaires curarisés. Non mais vous vous rendez compte quand même, faire ça sur le plan éthique, c'est ahurissant de se dire qu'on curarisait les braves volontaires. Bon, même s'ils étaient rémunérés, ce qu'on espère quand même, à se faire curariser et puis ventiler comme ça. Et heureusement, le bouche à bouche est convaincant, puisqu'un volume courant quand même tout à fait convenable, et des gaz du sang tout à fait corrects pour réanimer et ressusciter. Et puis 56, alors il y en a quand même, j'ai dit qu'il y en avait 5, mais il y a un 6e, c'est Zoll à Boston, qui fait la première défibrillation externe, et puis surtout qui invente le cardioscope, c'est-à-dire avec un oscilloscope, il enregistre l'activité électrique cardiaque. Donc, tous les scopes aujourd'hui dans le monde entier, eh bien c'est grâce à Paul Zoll en 56. Et puis bien sûr les 2 ouvrages fondamentaux de Peter Safar qui vont arriver en France effectivement à cette époque. Et là c'est Jean-Michel Fontanella a fait un séjour chez Peter Safar et il a eu un exemplaire dédicacé, et c'était vraiment absolument Peter Safar, le père de toute la RCP. Alors, intéressant, c'est quand même en 63, donc on n'a pas trop attendu là pour une fois, puisqu'il y a une circulaire de Raymond Marcellin, et qui est quand même extrêmement importante, puisque c'est le premier document qui parle de la réanimation respiratoire, et on voit que il y a eu voilà, tout ça, il faut absolument finir Sylvester, et sur tous les transformateurs d'EDF. J'en ai encore trouvé il n'y a pas si longtemps que ça, où on montre Schaeffer, Sylvester ou Schaeffer. Alors qu'en 2024 on voit encore ça sur des transformateurs d'EDF, bon, c'est un petit peu tristounet, alors que là, donc en 63, on disait, voilà, et des médecins anesthésistes, donc c'est nous, le comité de protection en faveur formelle, ça y est. Non, mais c'est important quand même, cette circulaire. Voilà. Alors là, un petit film, j'espère qu'il va partir, de Charles-Antoine Vanneck, les dossiers de l'écran. On est en 68. Alors regardez bien, parce que c'est remarquable. 68, à Pierre-Latte. Je vois des voitures, c'est l'accident ça. Celle-là par exemple? Oui, par exemple, voilà. C'est une image terrible. Ouais. Cet accident, filmé le 12 juillet 1968, montre un épisode de l'opération Plasma, organisée par les membres de l'association. Tout se passait entre Montélimar et Orange, et particulièrement sur un tout petit tronçon, une ligne droite de 7 km, entre Pierre-Latte et La Palud, qui traversait le hameau des Blaches. Le relais routier d'Yvonne et Joseph Segura, décédés aujourd'hui, servait de centre de secours. Voilà. Alors, il faut bien réaliser que ce sont des secouristes du centre de transfusion de Pierre-Latte qui avaient organisé les premiers secours. Et vous voyez qu'on est en 68, et donc voilà, des secouristes organisés de manière extrêmement efficace et qui pratiquaient le bouche à bouche. Vous avez vu que la personne qui fait le bouche à bouche avait mis une petite serviette, donc, bon, pour
Mais effectivement, cette image, donc, ce film de Charles-Antoine Vanek, effectivement, nous replonge dans cette époque. Et ce qu'il faut quand même souligner, c'est que 4 jours plus tard, à Toulouse, le premier SAMU. Donc vous voyez que là, une concordance entre effectivement ce secourisme de bord de route encore, qui pourrait paraître très, mais qui était efficace. La preuve, c'est que on faisait effectivement des gestes de premier secours extrêmement efficaces, et Toulouse est arrivé. Et puis, le premier décret instituant le brevet national de secourisme, 1966. Alors vous allez dire, c'est quand même au siècle dernier. Oui, bon, bah, ça va. Mais quand même, premier brevet national de secouriste. Et puis, bien sûr, Maurice Carra et Michel Poivert, le regretté Michel Poivert, donc, qui ont sorti ce premier livre sur les secours. Donc c'est bien la spécialité qui s'est intéressée à cette aventure. Et effectivement, en 85, alors là on fait un bond de 20 ans, en 85, vous avez une délégation lyonnaise, avec en plus Jean-Michel Fontanella, qui vont découvrir les défibrillations automatiques externes, qui sont confiées aux sapeurs-pompiers, enfin on ne les appelle pas comme ça, mais aux techniciens donc de l'urgence aux États-Unis. Ils sont à Dallas en 85. Et effectivement, ils écoutent tout ça en disant, mais ah bon, on peut défibriller en extérieur. Et effectivement, les premiers défibrillateurs semi-automatiques sont confiés à Lyon à des sapeurs-pompiers. Paris a suivi très rapidement. Effectivement, donc, les sapeurs-pompiers lyonnais, avec beaucoup de précautions et de formation, ont utilisé les premiers défibrillateurs semi-automatiques pour les arrêts cardiaques sur la voie publique. Et en 1993, l'Académie de médecine fait un bilan extrêmement positif de cette avancée considérable de confier à des non-médecins, alors ça a soulevé quelques émotions dans les hôpitaux, confier à des non-médecins la responsabilité et surtout la mise en œuvre de la défibrillation dans la rue, partout. Et effectivement, ça va suivre donc des différents décrets qui fixent les catégories de personnes, etc., l'application de l'arrêté, la circulaire, et le décret de compétence IDE, parce que effectivement dans les services, il n'y avait que les médecins qui avaient le droit de faire le geste sauveur de défibrillation. Aujourd'hui ça paraît banal, mais à l'époque ça ne l'était pas. Et le ministère de l'Intérieur a aussi préconisé une défibrillation extrêmement, une formation extrêmement attentive. Alors, quelques mots encore sur ce que j'ai appelé le secourisme à main nue, parce qu'effectivement c'est là, c'est le premier maillon. Et quand on voit effectivement à la télévision 30% des Français ignorent les premiers secours, alors les chiffres varient, alors que c'est 80% en Allemagne, en Autriche, en Norvège, au Danemark, enfin voilà. Alors j'avoue que on va pas faire de philosophie, mais pourquoi en France, il y a une espèce de prévention, oh là là, j'ai peur, mais je ne sais pas faire, etc. Ben justement, alors allez-y. Et même Michel Simès, le docteur Good, c'est bon à savoir, se dit, mais enfin, la France est à la traîne, et voilà. Alors, là encore, 40% des Français ne connaissent pas les gestes, 40 000 arrêts cardiaques par an, premier secours, voilà, donc initiez-vous. Et alors, ça c'est un souvenir personnel, alors c'était pas dans ce restaurant, Ici on fait la cuisine au beurre et la manœuvre de Heimlich. Tous les personnels des restaurants devraient apprendre la manœuvre de Heimlich. Et je peux vous dire que j'ai toujours en tête le malheureux voyageur de commerce qu'on a retrouvé la tête dans son assiette dans un restaurant à Chalon-sur-Saône. Personne n'avait bougé en disant « Oh là là, mais il a trop picolé celui-là !» On est arrivé, évidemment, c'était fini depuis longtemps, et avec le laryngoscope, on a retiré un petit morceau de bœuf bourguignon.
Voilà. Mais hélas, il était mort, il n'était même pas encore mort. Hein, voilà. Il était décédé. Personne n'avait bougé dans le restaurant. Donc il faut que tout le monde, enfin tous les personnels qui sont dans la restauration apprennent la manœuvre de Heimlich. Et c'est pour ça que j'ai fait ce petit clin d'œil. Là, on sait faire la cuisine au beurre et la manœuvre de Heimlich. Dans les EHPAD, c'est une manière de mourir, hein, les fausses routes. Là aussi, j'espère que bon, il y a des gens qui savent faire la manœuvre de Heimlich. Voilà. Et Heimlich, eh bien, il y a 50 ans, tout juste, il décrivait sa méthode. Voilà, l'excellent, donc en 1974, donc il y a 50 ans. Heimlich avait inventé sa méthode, le geste qui sauve, vous connaissez tout ça par cœur. Alors, le défibrillateur, vous savez, maintenant, à tous les coins de rue, il y a un défibrillateur automatique. Alors, il y a des endroits un peu saugrenus, là, je l'ai trouvé dans une cave, bon, je suis pas sûr. Et là, alors, petit, allez, j'ose, il est où le défibrillateur le plus proche ici? Eh bien, je vais vous dire, depuis que j'ai préparé, effectivement, il y a longtemps ça, et bien maintenant, je regarde où il est. Il y a toujours une petite affiche sur les DAE, dans les gares, les écoles, les machins, dans les, hein, même dans les clubs de tennis, les clubs sportifs. La France a été inondée de défibrillateurs, mais encore faut-il savoir où il est. Alors vous allez me dire, bon, souvent il y a des pancartes, des machins, mais là, je suis sûr que personne ne sait où il est, le défibrillateur. Et alors, là, je ne vous ferai pas le gag hein, de tomber par terre en disant « Oh là là, je ne suis pas bien », mais bon. Voilà. Et puis il y a des endroits un peu insolites, hein, parce que vous voyez qu'il y a des résurrections sur Terre, on n'est pas obligé d'attendre la résurrection hein, au ciel, et bien sur Terre, on peut aller dans des... on peut... Voilà. Hein. Et oui, dans un confessionnal, d'ailleurs je crois que j'étais avec Jean-Bernard quand on est tombé sur cette photo. C'est quand même pas mal dans le confessionnal hein, de cacher le défibrillateur. Enfin bon, c'est pas ce que les gens ont avoué, mais enfin c'est un peu inquiétant. Hein. Voilà. Et puis effectivement, hein, tous nos enseignants qui sont lancés dans la formation, hein, et Louis Laringue était sinon le premier, hein, bon, avec Maurice Carra et autres, et Deleuze, a formé des générations hein, d'étudiants et de sapeurs-pompiers et de policiers et de, voilà, de tous les corps de métier en secourisme. Vous voyez que Louis Laringue, et puis il y a le père hein, de tout ça, hein, qui est l'immense professeur Arnaud, hein, qui faisait des séances de PLS, alors que c'était un chirurgien renommé, et c'est lui qui a conseillé hein, l'ouverture du premier SMUR hein, à Salon-de-Provence. Et puis, Suzanne Tartière, c'est superbe, la fourmi, formation urgence minimum. Il fallait l'inventer quand même. Hein, la fourmi, les 10 commandements de la petite fourmi. Il y a des milliers de jeunes hein, qui sont venus, donc au SAMU de Paris, hein, se former. L'arrêt cardiaque, tu reconnaîtras, à l'aide, tu crieras, le 15, tu appelleras, le massage, tu débuteras, le défibrillateur, tu allumeras. Ces consignes, tu suivras, les électrodes, tu colleras, le massage, enfin c'est merveilleux, ces 10 commandements. Hein. Donc Suzanne Tartière, 20 sur 20. Donc c'est plus de 10 000 personnes qui ont été formées, hein. Ce qui est assez admirable. Et puis à Lyon, quand même, il faut faire un peu de cocorico, hein. Je ne suis pas chauvin, hein, sinon. En 94, 1000 enfants pour sauver la vie quand il y a eu le congrès national et international d'aide médicale urgente avec Paul Petit et Gilbert Pro. Voilà, bien sûr qui ne sauvent pas n'est pas lyonnais. Bon, arrêtons les... Et puis, eh ben même Groupama a formé 1 million de Français au geste qui sauve. Donc vous voyez, quand les grandes compagnies, et ils ont raison, un Groupama peut arriver n'importe quand, le commissariat de police, bon, et bien sûr toutes les associations de sapeurs-pompiers, la Croix-Rouge, la protection civile, et les... voilà. Alors, j'ai longtemps cru que c'était Cannon, est-ce qu'il est le conférencier? J'ai longtemps cru que c'était Cannon qui avait inventé cette phrase, qui avait prononcé, par contre, cette phrase, les cellules vivent ensemble mais meurent séparément. Ben, il paraît que c'est Bichat, donc un peu avant, mais bon, ça mériterait peut-être d'être vérifié, mais Cannon, oui, avait tout ce qu'il fallait pour dire ça, c'est-à-dire qu'effectivement,
eh bien, la mort est un processus, et je ne vais pas vous le rappeler, est un processus qui peut durer très longtemps. Hein. Mais hélas, c'est le cerveau qui prend en premier. Hein. La vie après la vie, eh bien voilà, c'est-à-dire que non seulement c'est une raison et un motif de secourir pour ramener les gens à la vie, mais si hélas ils sont en coma dépassé, eh bien voilà encore des milliers d'autres vies qui vont être sauvées. Et effectivement, ça représente plusieurs de morts encéphaliques, ça fait 3000 donneurs quand même recensés. Donc vous voyez que ça vaut le coup. Ça vaut le coup d'être fait. Alors, est-ce que c'est dangereux de secourir? Oui. Alors, on n'est pas obligé de courir des risques fous quand on est un citoyen de base, vous allez secourir au milieu de la mer, mais bon, il y a quand même des images un peu troublantes. Et bon, j'en avais mis une avec tout le monde sur le smartphone dans le métro. Je me suis dit, souvent je me dis, je suis à peu près le seul à ne pas avoir de smartphone. Donc je regarde les autres, ça m'amuse. Et je me dis, tiens, si je tombais par terre, est-ce qu'il y en a un qui bougerait pour... Et oui, les gens sont là, ils regardent plus. Voilà, ils regardent plus ce qui arrive. Alors, on ne vous demande pas, je dis vous, bon, parce qu'on est quand même des citoyens lambda de temps en temps, sauver ou périr, oui, enfin périr peut-être pas, donc ne courons pas de risque. Mais quand même, l'article, autrefois c'était l'article 63, c'est devenu 223.6, 5 ans de prison, 75 000 € d'amende, ça fait réfléchir. Mais c'est pas n'importe quoi qu'il faut. Il faut que le péril soit réel, merci. La cause du péril n'a pas d'importance, le péril doit être actuel. Et alors c'est une obligation de moyens et se borner à faire appel à un tiers, c'est dans les textes, se borner à faire appel à un tiers est souvent jugé insuffisant. Donc il ne suffit pas de dire, allez j'appelle, au revoir, merci, non. Il faut porter secours. C'est une obligation de moyens. Et le secours est dû, même s'il doit s'avérer inefficace, voire inutile. Si c'est quelqu'un qui a vraiment, il n'y a plus de pouls, plus rien, plus de respiration, on ne sait jamais. Voilà. Et pour terminer, un petit fabliau d'un brave, alors ça remonte au Moyen-Âge, c'est une belle aventure, d'un noyé au bord en mer qui est sauvé par un marin et puis il le tire avec une gaffe, il avait ça à bord de son bateau, il le tire avec une gaffe et malheureusement, maladroitement, pof, il crève un œil. Il le sauve, il le sort et immédiatement, que croyez-vous qu'il arriva? Eh bien il porte à plainte contre le sauveteur qui lui avait fait perdre son œil. Et il y a eu tout un débat. Et il y a l'avocat du marin qui avait fait le sauvetage qui a dit, bah, écoutez, au président du tribunal, moi j'ai une solution, on va prendre le plaignant, on va le rejeter dans l'eau, puis on va voir ce qu'il fait. Voilà. Et dans leur grande sagesse, les magistrats ont dit, mais oui, il a raison. Donc, il a été débouté de sa plainte et le brave pêcheur a été félicité. Vous voyez comme quoi une belle affaire se termine. Alors rendez-vous le 14 septembre 2024, la journée mondiale des premiers secours. Alors surtout ne ratez pas le 14 septembre 2024. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Bruno de cette belle histoire, formidable histoire du secourisme. Il y a tellement à dire sur le secourisme. Oui. D'abord, je vais tout de suite intervenir parce que ça me démange. Tu n'as pas de smartphone, quelle honte, tu n'as pas de smartphone, toi. Et le smartphone, il faudrait simplement faire une chose, c'est que quand il y a besoin de secourir, j'appuie sur un bouton de smartphone et j'ai toute la liste de ce qu'il faut faire. Sauve live. Non, mais tout à fait. C'est aussi simple que ça. Oui. Donc tu vas t'acheter un smartphone et non. Comme ça, alors, pas pour toi parce que tu es très compétent, c'est pas de problème, mais pour le lambda, oui. Puisque aujourd'hui je crois qu'en France il y a à peu près 3 smartphones par personne, on doit bien pouvoir trouver des applications où en appuyant sur le bouton,
Oui, sans y connaître rien dans le scourisme, on aurait juste à suivre et lire ce que vient de nous dire Suzanne Tartière, très justement. Tout à fait. Merci. Alors, on va passer aux questions. Et Yves d'abord, parce que... Je voudrais faire trois remarques. La première, c'est pour dire c'est le bouton du smartphone. En fait, c'est deux boutons qui sont recommandés. C'est de faire le 15 et tu as quelqu'un qui t'explique ce que tu dois faire à la personne. Et tu laisses le smartphone marcher s'il est chargé, évidemment, il faut pas qu'il soit déchargé. Ah, comme la batterie de Jean-Bernard. Voilà. Oh, les critiques. Alors, t'as ta présentation extraordinaire. Je voudrais seulement relever une erreur. L'Écossais qui a fait la publication au XVIIIe siècle, si je ne m'abuse, c'est pas la première publication. La première publication date de moins 400 avant Jésus-Christ, et c'est les rabbins qui rédigeaient la Bible à ce moment-là qui ont décrit le premier bouche à bouche fait par Élie sur un enfant. Oui, j'ai hésité à en parler des livres, mais bon. Ah bah c'est moins 400 avant Jésus-Christ. Mais tu as raison, non, mais tout à fait. Oui. Non, c'est une plaisanterie non, mais, et qui n'enlève rien à ta brillante présentation. Venant de toi, ça... Ah si, il y a aussi un geste de secourisme qui m'a beaucoup plu. Il semble que vers les années 1000 ou 1200, le chevalier était suivi par un certain nombre d'aides, un qui portait la lance, un qui portait l'écu, et il y en avait un qu'on appelait le suceur, qui n'est pas ce que vous croyez. Simplement, en cas de blessure du thorax, il était chargé d'aspirer la plaie. Hein? Encore les mecs. Merci. Avec une valve de Heimlich. Voilà. Une valve de Heimlich, donc voilà, avec Heimlich. Y a-t-il d'autres questions? Oui. C'est un peu à part, mais de la part un détail, de la part d'un membre de la défense de la langue française, smartphone se dit ordiphone, c'est l'appellation officielle en français, ordiphone. C'est un mot valise de ordinateur-téléphone, parce que ces appareils, effectivement, sont loin de ne faire que le téléphone. Ils font bien d'autres choses. Donc on doit dire en français ordiphone et non smartphone. Merci. Voilà une belle précision pour la langue française. Jean-Bernard. Oui, Jean-Jacques Joseph, le roi des Tioles. Il avait montré qu'il y avait les pneumothorax, etc. Mais aussi, il avait prévu d'insuffler avec une valve de surpression. Et dès que, malheureusement, l'Académie n'a pas retenu son truc et on a coupé la ventilation artificielle par voie orale pendant plus de 100 ans. Voilà. Mais il avait aussi mis des manœuvres externes. Il avait aussi prévu des manœuvres externes, mais ça n'a pas été tellement appliqué. La cuirasse, il y avait des cuirasses de transport. Y a-t-il d'autres questions? Alors moi je voudrais remercier quand même Yves Louville parce que, à titre personnel, jeune étudiant en médecine, j'ai travaillé avec la Croix-Rouge et j'ai fait passer beaucoup de brevets nationaux de secourisme et j'ai beaucoup utilisé le manuel de secourisme dont tu étais un des auteurs qui m'a beaucoup servi. Je m'appuyais sur ce document. Alors évidemment, on avait toutes les méthodes sur l'université, on va pas revenir. Bruno nous a fait une très belle présentation de cette histoire et je crois que c'est important parce qu'effectivement on voit bien que le secourisme a beaucoup évolué et de façon extraordinairement, on va dire, efficace. Malheureusement, pas assez de monde